Bonjour, bienvenue, je suis Audrey Vuettaz et vous écoutez Trait d'Union. Vous trouvez que l'Union européenne c'est trop compliqué ? Vous allez tout comprendre. Si vous aimez Trait d'Union, n'hésitez pas à vous abonner et si vous l'écoutez sur Apple Podcasts, à lui mettre 5 étoiles et un commentaire. Au moins 6500 travailleurs étrangers seraient morts sur les chantiers de la Coupe du Monde au Qatar. C'est ce qu'a révélé une enquête du journal britannique The Guardian. À cela s'ajoute l'aberration écologique de climatiser 8 stades en plein désert, sans oublier la mise sur la touche des droits des personnes LGBT dans un pays où l'homosexualité est durement pénalisée. Certains ont décidé de boycotter ce qu'ils appellent la Coupe du Monde de la honte. Dans cet épisode, on va se demander si c'est le cas au niveau européen. Est-ce qu'il y a un boycott ? Oui, non. Et sinon, on va tenter de comprendre pourquoi. Mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et cette idée, en fait, elle n'est pas de moi, mais de Valentin Flamand qui m'accompagne dans cet épisode. Valentin, moi je te connais, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi ? Bonjour Audrey, merci de m'accueillir sur Trait d'Union. C'est un peu un rêve qui devient réalité parce que je t'écoute souvent. Dans la vie, j'ai fait une série de podcasts autour de l'actualité. Ça s'appelait Ça dit quoi ? Et j'ai aussi parlé de musique sur Tourne-Disque. D'ailleurs, j'en profite pour faire ma promo. Tout est toujours dispo partout. Mais aujourd'hui, je suis principalement chargé de prod à la télé. Merci beaucoup. Et donc, cet épisode a commencé par un vocal que tu m'as envoyé. Audrey, je sais pas si tu boycottes avec Trait d'Union la Coupe du Monde ou pas, mais j'imagine que un épisode sur les liens entre Union européenne et Qatar pourrait être intéressant à cette aune. Je sais pas. Voilà, bisous. À cette aune, donc, on va y aller, puisque depuis ce vocal, on a bossé nos dossiers. Juste pour poser les bases, on a combien de pays de l'Union européenne qui participent à la Coupe du Monde et qui seraient susceptibles de la boycotter ? Alors j'ai eu cette idée en me rendant compte qu'un tiers de l'UE participait à cette Coupe du Monde. Audrey, je sais que les maths, c'est un peu ta spécialité. Ça fait combien un tiers de 27 ? 9, mais je dois préciser que tu m'as écrit cette relance, donc c'est que tu n'avais pas forcément d'espoir en mes capacités à faire une simple division. Donc 9. C'est ça, bravo. Donc dans le détail, 9 pays. Les Pays-Bas, la Pologne, la Croatie, la Belgique, le Portugal, le Danemark, l'Espagne, l'Allemagne et donc la France. 9 pays et autant de positions, de débats et d'appels au boycott ou non. Mais d'abord, je sais que toi, tu as cherché, puisque l'Union européenne, ça te connaît, s'il y avait eu une tentative de boycott et une prise de responsabilité au niveau européen. Bah oui, tu me connais, on se refait pas. J'ai cherché et j'ai beaucoup cherché et j'ai pas trouvé grand-chose en fait. Il n'y a rien eu du côté de la Commission européenne, rien non plus du côté du Conseil européen qui représente les États membres. Pour être tout à fait honnête, il y a eu un discours prononcé au nom de Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne. Ce discours, il évoque la mort des travailleurs étrangers. Il rappelle aussi que le Qatar a fait des efforts en matière de droit du travail. Ça, on va y revenir. En fait, la plus grosse prise de position, c'est une résolution du Parlement européen, prise à l'initiative du groupe de la gauche. Alors, qu'est-ce que c'est ? En quoi ça consiste ? J'ai posé la question à Manon Aubry. On la connaît, elle est membre de la France Insoumise. Elle est aussi vice-présidente du groupe de la gauche au Parlement européen. Chaque mois, en fait, notre groupe demandait à ce qu'un débat se tienne sur les conditions d'organisation de la Coupe du Monde au Qatar, ainsi que le vote d'une résolution. On a fini par réussir à l'obtenir avec le début de la Coupe du Monde qui, je crois, a rendu encore plus visible et pressante la nécessité pour l'Union européenne de se positionner. Ce qu'on avait obtenu en conférence des présidents de groupe était uniquement la tenue d'un débat, notamment à cause de l'opposition du groupe socialiste, mais en ouverture de session plénière, on peut à ce moment-là demander un vote sur la possibilité d'avoir une résolution. Vote qu'on a gagné, notamment parce qu'en réalité le groupe socialiste était extrêmement divisé sur cette question et qui nous a permis d'écrire cette résolution qui ne va à mon sens pas assez loin mais qui a quand même le mérite d'obtenir un certain nombre de choses, notamment de condamner fermement les violations des droits humains dans le cadre de l'organisation de cette Coupe du Monde au Qatar et surtout d'appeler aussi à un fonds d'indemnisation financé par la FIFA pour les victimes. Ok, donc une résolution, c'est très bien, mais concrètement, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose et surtout, c'est quoi la suite ? Quelles conséquences ?
En fait, Manon Aubry m'expliquait que c'est essentiellement symbolique, mais c'est quand même un message envoyé à l'international. Et puis cette résolution pourrait aussi permettre de peser sur une directive, un texte qui est actuellement à l'étude au niveau européen, sur le devoir de vigilance des entreprises. En gros, l'objectif de ce texte, c'est d'obliger les entreprises, les multinationales notamment, à opérer de manière équitable et durable, en gros, à respecter les droits de l'homme et à éviter les dommages environnementaux. L'objectif est que des victimes de violations des droits humains aux quatre coins du monde puissent porter plainte devant des tribunaux européens quand des entreprises européennes sont mises en cause. Dans le cas d'espèce, on a plusieurs entreprises européennes qui sont mises en cause, 16 d'entre elles pour être exact, dont l'entreprise française Vinci. Se pose aussi la question du rôle des banques qui ont financé les chantiers de la Coupe du Monde, je pense notamment à Deutsche Bank. Se pose également la question des sponsors et plus généralement du rôle de la FIFA. À l'avenir, si ce texte est adopté avec un niveau d'ambition suffisant, si une nouvelle Coupe du Monde devait avoir lieu dans des conditions similaires, alors les victimes pourraient avoir accès à la justice ou les familles des victimes. Et là, ce fera une différence qui sera concrète. D'où l'importance, je pense, de lier cette question de la Coupe du Monde au Qatar, comme on l'a fait dans la résolution, à la question du devoir de vigilance, pour qu'à la fin, l'indignation se transforme en action et qu'on se dise plus jamais ça, qu'on n'aura plus à choisir entre le foot et les droits de l'homme. Tu vois, ça pourrait avoir un impact sur une loi qui est en cours de discussion, qui est en cours de négociation. Mais il y a autre chose de très intéressant que m'a expliqué Manon Aubry, et je pense que ça va nous amener à tes recherches pour cet épisode. Elle m'a dit que pendant ces discussions et pendant la négociation de la résolution, elle a vu des pressions de la part des lobbies qatariens. De ce que j'en ai compris, certains députés socialistes ont été assez vocaux sur la question et notamment probablement ont eu des relations avec l'ambassade qatari qui était ici assez active en coulisses du Parlement européen pour vanter les soi-disant améliorations dans le droit du travail qatari, etc. Laquelle ambassade qatari, par exemple, sachant mon action sur le sujet, m'a demandé un rendez-vous que j'ai décliné. Manifestement, certains députés les ont vus. Ça fait partie des députés qui sont opposés au fait d'avoir une résolution et opposés au fait de pointer fortement les responsabilités du Qatar. C'est aussi pour ça que, par exemple, dans les négociations, c'était plus facile de trouver une majorité sur la responsabilité de la FIFA, les conditions d'attribution de cette Coupe du Monde par la FIFA, sur le fonds d'indemnisation financé par la FIFA, davantage que de pointer du doigt la responsabilité du Qatar. C'est le moment où j'interromps l'épisode, car entre l'enregistrement et sa diffusion dans vos oreilles, il y a eu un gigantesque bouleversement. La justice belge vient de réaliser un gros coup de filet pour des soupçons de corruption du Qatar au sein du Parlement européen. Il y a eu plusieurs perquisitions. Les enquêteurs ont aussi interpellé 5 personnes, dont la vice-présidente socialiste du Parlement européen. Il y a bien sûr présomption d'innocence, mais si les faits sont avérés, on ne parle plus d'influence, mais bien de corruption de la part du Qatar. Maintenant que les choses sont dites, on va pouvoir continuer cet épisode en regardant pays par pays dans l'Union européenne qui boycotte et qui ne boycotte pas la Coupe du Monde. Val, je sais que tu as fait un mini état des lieux des pays de l'Union européenne engagés dans cette Coupe du Monde et de leur prise de position ou non. Oui, Audrey, on l'évoquait en début d'épisode, 9 pays avec des cultures et des réalités disparates. On pourrait les distinguer grossièrement en 3 groupes. Le premier, c'est celui qui comporte le plus de pays. On pourrait les appeler les pragmatiques ou les réalistes. Belgique, Allemagne, Espagne, Pays-Bas, Portugal et donc nous, la France. Dans tous ces pays, en gros, la Coupe du Monde fait débat dans la société, mais un boycott politique n'a pas été envisagé. Après, la situation et les prises de position varient. Par exemple, au Portugal, le président de la République, Marcelo Rebelo de Sousa, a eu des mots très forts en affirmant que le Qatar ne respectait pas les droits humains ou en dénonçant la condition des femmes notamment. Ah oui, on n'est pas du tout sur le même ton que les déclarations d'Emmanuel Macron qui disait il faut pas politiser le sport. Certes, mais le président est quand même allé au Qatar et ses propos cash ont été tempérés par le président du Parlement, autre figure importante de la vie politique portugaise, qui lui a dit que tous les pays doivent s'améliorer en matière de droits de l'homme, le Portugal y compris, tu vois, c'est le pragmatisme qui règne. Je crois qu'en Allemagne, le
débat existe aussi. Oui, de tous les pragmatiques, l'Allemagne est sûrement le pays où cette Coupe du Monde fait le plus débat. Déjà parce que les joueurs ont pris position, on se souvient de cette image où ils se bâillonnent la bouche avant leur premier match contre le Japon. Mais ce qui est assez fort, c'est que dans l'opinion publique également. Un petit sondage, en octobre, 48% des Allemands interrogés étaient en faveur d'un retrait de leur équipe. Ils ne voulaient pas que les joueurs allemands aillent jouer au Qatar. C'est ce que nous apprend donc un sondage commandé par l'agence de presse Deutsche Presseagentur. Désolé pour l'accent. Il est meilleur que le mien. On a aussi observé des chutes importantes d'audience en comparaison avec la dernière Coupe du Monde, même si ces dernières sont à pondérer en fonction de l'horaire des matchs notamment. Mais ça n'empêche pas le gouvernement d'être pragmatique. Oui, Olaf Scholz a été au Qatar dernièrement. Sa ministre de l'Intérieur a assisté à la cérémonie d'ouverture et à des matchs. En bref, pas de boycott diplomatique en vue. Tu me diras, de toute façon, ça ne leur a pas trop réussi puisqu'ils sont éliminés. Ensuite, il y a un deuxième groupe, les pays qui se sentent pas trop concernés. La Pologne et la Croatie. En même temps, tu me diras, on imagine mal les Polonais donner des leçons de droit LGBT. Et les Croates ont sorti l'artillerie lourde puisque le président, le Premier ministre et de nombreux membres du gouvernement ont fait le déplacement jusqu'à Doha. Ah oui, donc là, on n'a pas de boycott du tout. Et puis, de l'autre côté, on a le Danemark qui, lui, fait figure d'exception. Oui, clairement, eux, ce sont les champions du monde du boycott à tous les plans. Politiquement déjà, puisqu'aucun membre du gouvernement ni de la famille royale ne s'est rendu au Qatar. Une ancienne première ministre qui s'appelle Helle Thorning-Schmidt y était. Tu prends des risques. C'est du journalisme de terrain. Mais avec une robe aux couleurs du rainbow flag, donc symbole de la communauté LGBT. Les joueurs aussi se sont engagés. Oui, pendant la compétition, ils avaient un 3e maillot noir, symbole du deuil en hommage aux 6500 ouvriers qui seraient morts sur les chantiers. En tout cas, ils boycottent tellement bien qu'ils se sont fait sortir, comme les Allemands. Plus sérieusement, comment expliquer ces prises de position, on va dire tièdes, au maximum du côté européen ? Ce que j'ai appris en préparant cet épisode et ce qu'il faut comprendre, je crois, c'est que les relations entre l'Union européenne et le Qatar sont nombreuses et complexes, beaucoup trop complexes d'ailleurs pour qu'on creuse ça tout seul. Donc j'ai fait appel à Christian Chesneau, grand reporter à la rédaction internationale de Radio France. Il a écrit de nombreux livres sur le pays, dont le dernier s'intitule « Qatar, les secrets d'une influence planétaire en 100 questions ». Et on va vous mettre tous les détails de cet ouvrage dans le lien et dans la description. Et donc, Christian Chesneau m'a expliqué pourquoi les pays de l'Union européenne ont du mal à prendre position. Déjà, le Qatar est un allié des Occidentaux. Le Qatar, c'est le gaz, mais c'est une diplomatie de médiation. On l'a vu dans la crise afghane, dans la crise iranienne, etc. Donc, c'est un partenaire. On ne dira jamais ce genre de propos. Il peut y avoir des critiques. Mais pas, je veux dire, frontales. Christian Chesneau vient de le dire, le Qatar, c'est aussi la question des énergies. Les Qatariens sont assis sur une mine d'or bleu, et ça, les Européens l'ont bien compris. C'est un partenaire privilégié parce que sur la planète, il n'y a pas 36 producteurs et surtout exportateurs de gaz. Vous avez évidemment la Russie, vous avez l'Australie, les États-Unis, le Canada, et puis vous avez surtout le Qatar, deuxième réserve du monde, premier champ au monde, première flotte de méthaniers au monde. Donc voilà, c'était déjà un géant énergétique avant cette crise. Donc là, forcément, avec la crise de l'énergie, le Qatar reprend encore, devient encore plus incontournable qu'avant, quoi. D'ailleurs, on l'a vu pendant la Coupe du Monde, tous les Européens, les Allemands, les Suisses et même les Chinois sont dû signer des contrats. Justement, j'ai posé la question à Manon Aubry pour savoir si elle était d'accord pour dire que c'est quand même un peu gênant de critiquer un allié comme le Qatar au moment où on essaye de se passer du gaz russe. Voici sa réponse. C'est non seulement possible, mais c'est nécessaire, indispensable. Depuis quand la France, patrie des droits de l'homme, l'Union européenne, qui se veut fer de lance en matière d'état de droit, s'empêche d'agir en faveur de vie humaine, le tout pour quelques litres de gaz ou quelques litres de pétrole. Ça dit quelque chose à la fois du risque qu'on a pris collectivement à être dépendant des énergies fossiles. Et si vous voulez, pour revenir à la résolution, j'ai plus le titre exact, mais elle dit en gros violation des droits humains liés à l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar. Qu'on vient de m'expliquer ce que vient faire dans ce cadre-là la question de l'approvisionnement énergétique. Si ce n'est que ce soit un outil du chantage exercé par le Qatar qui manifestement a très bien fonctionné vis-à-vis d'un certain nombre de groupes politiques. Et ça, je le regrette parce que je pense que c'est pas du tout à la hauteur de l'urgence sociale. Et quand on parle d'au moins 6500 ouvriers qui sont morts dans les chantiers de la Coupe du Monde, je pense que certains devraient se regarder à 2 fois avant de supplier quelques litres de pétrole ou de gaz. Là où on peut lui donner raison,
c'est que le Danemark, pour le coup, ne s'est pas gêné pour boycotter. Oui, mais pour une raison, Audrey. Le Danemark produit 72% de ce qu'il consomme en gaz tous les ans. Et le Danemark prévoit également donc un vaste plan d'investissement dans le renouvelable pour se passer des hydrocarbures russes. Donc forcément, les mains danoises sont moins liées que celles des autres pays européens, où, il faut le dire, le Qatar investit beaucoup. On pense notamment au PSG. Oui, mais pas que. D'ailleurs, ce qui m'a surpris en préparant l'épisode, et prépare-toi puisque je vais te poser une petite devinette, ce n'est pas en France, quand on voit tous les pays européens, où le Qatar investit le plus. Est-ce que t'as une idée du pays que ça pourrait être? Indice, ce pays ne fait plus partie de l'Union européenne. Oh là là, qu'est-ce que c'est difficile. J'hésite. Je dirais le Royaume-Uni, la mer Noire. Avec ton indice, c'était trop facile. C'est une bonne réponse. En 2019, le Qatar a investi 45 milliards de dollars outre-Manche contre 25 milliards en France. Je te rassure, on est tout de même deuxième au niveau européen, à égalité avec nos amis allemands. Est-ce que du coup, l'influence du Qatar, c'est un fantasme? C'est fantasmé en France? Fantasmé, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que les relations franco-qataries ne sont pas récentes, comme nous le raconte Christian Chesneau. Historiquement, c'est des liens très forts, très anciens, très denses. Ça remonte dès l'indépendance. 71-72, le Qatar fait le choix de la France. Pendant longtemps, 80% de l'armée qatarienne était équipée par du matériel français. Signature d'un accord de défense en 94. Voilà. Non, il y a une relation très très dense, qui est multisectorielle. C'est pas simplement la défense. C'est aussi l'économie, c'est la culture, c'est l'enseignement. Enfin, il y a beaucoup le sport. Donc voilà, c'est ancien. C'est vrai que pendant la période de Nicolas Sarkozy, il y a eu une lune de miel. Il y a un peu presque hystérisé cette relation, qui était devenue une espèce de... on a l'impression que la France voyait le Moyen-Orient uniquement avec le prisme du Qatar. Donc, sous Sarkozy, on a des rapports très serrés. Et aujourd'hui? Comme le confiait Christian Chesneau, il y a eu des points de tension entre Emmanuel Macron et les autorités qataries, notamment au moment de l'assassinat de Samuel Paty, où des produits français ont été boycottés au Qatar. Il nous apprend que la couverture de cet attentat par la chaîne qui appartient à l'émir Al Jazeera n'a pas plu au président Macron. Doha est aussi allié avec la Turquie, avec qui nos rapports ont été un peu tendus ces derniers mois, mais pour autant, grâce à des intérêts communs et à des investissements stratégiques, on trouve toujours un terrain d'entente. Ils ont évidemment avec le PSG un formidable levier d'influence. Voilà. Après la France, oui, il y a un peu, il y a une histoire d'amour parce que c'est vrai que tous les étés ils viennent à Cannes, à Montsartou, dans leur villa, passer l'été, les Qatariens et la famille royale. Ils ont leur yacht qui est à Antibes, etc. Mais voilà, la France a une place particulière. L'émir est francophone, francophile. Ils ont intégré la francophonie. Voilà, il y a une place particulière, mais ça n'empêche pas une forme de désamour. C'est ce que je dis un petit peu dans le livre en ce moment. Encore une fois, c'est un partenaire important, surtout on le voit aujourd'hui. Mais il y a d'autres partenaires très importants dans le Golfe. Si on parle de cette région, l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Koweït, voilà, qui sont encore plus riches que le Qatar. Donc tu l'auras compris, le Qatar n'est pas le seul interlocuteur de la France dans la région. On sait Emmanuel Macron assez proche des Émirats Arabes Unis. Finalement, et donc pour revenir au point de départ, on parle beaucoup du Qatar car le pays est sous le feu des projecteurs avec la Coupe du Monde. Je voulais aussi qu'on revienne sur l'un des arguments de ceux qui s'opposent au boycott, c'est l'amélioration des conditions de travail. C'est vrai ça? Alors je me suis pas rendu sur place, j'ai pas eu le temps. Ni l'argent. Ni de visa. Mais Christian Chesneau a enquêté sur la question. Avant d'entendre sa réponse, je crois que c'est important de l'écouter nous parler du système de kafala, qui a été le point cardinal vraiment du travail des étrangers au Qatar jusqu'à son abolition en 2020. C'est un système qui vaut pour tous les travailleurs étrangers qui partent au Qatar. C'est-à-dire que pour être employé là-bas, il vous faut un tuteur ou un parrain qui est votre employeur qatarien. Et sans ce tuteur, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes légalement quasiment un mineur. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de prendre un appartement, de louer une voiture. Tout ça, il faut la signature du tuteur. Pour partir en vacances, il faut la signature du tuteur. Pendant longtemps, pour changer de travail, il faut sa signature. Voilà. En fait, vous dépendez de A à Z. C'est votre tuteur légal, quoi. Donc, vous êtes un peu un mineur, quoi, pour toutes vos actions de vie quotidienne, quoi. Donc, c'est une forme d'assujettion, presque d'esclavage. C'est ce qu'avait écrit Amnesty International. Donc, c'est un système assez d'un autre âge. Et donc, en gros, le tuteur a tous les droits, parce que quand ça se passe bien,
ça va. Mais dès qu'il y a un problème, c'est la prison, c'est des procès, et voilà, et vous repartez par le premier avion, quoi. Donc ce système a été aboli. En théorie, oui, mais en pratique, c'est encore assez compliqué. Il y a eu des changements de législation, hein, notamment l'abolition du système de kafala, hein, ce système de parrainage, de tutelle qui était quasiment moyenâgeux, une forme d'esclavage, l'instauration de quelques mesures symboliques, hein, le salaire minimum, le paiement par virement bancaire, l'instauration de prud'hommes, etc. Mais le problème, c'est que il y a la loi et il y a l'esprit de la loi. Comment on la fait respecter? Et c'est là qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour le Qatar, c'est de faire appliquer dans les faits ces améliorations. Et ça prendra beaucoup de temps parce que les employeurs qatariens sont un peu encore sur l'ancien système. Donc il y a encore des retards de paiement, des confiscations de passeports, etc., etc. Ah oui, donc on est encore loin des standards occidentaux, mais finalement, ça ressemble aux discussions qu'il y a pu avoir quand il y a eu la Coupe du Monde au Brésil ou même en Russie. C'est ça, et même l'attention apportée par la Coupe du Monde a permis d'accélérer le mouvement. Le Qatar, c'est pas un État paria. Hein, c'est pas l'Iran, c'est pas la Syrie, c'est pas la Russie en ce moment, c'est pas un État sous sanction, un État qu'on boycotte. C'est un État avec qui on fait des affaires. Alors un peu déséquilibré parce que ils sont un micro-État avec des immenses réserves de gaz dont nous avons besoin. Donc forcément, on dialogue. C'est comment dire, du donnant-donnant. Il y a des transactions et voilà quoi. Donc après l'influence, moi ce que je dis, c'est tant que c'est dans le domaine économique, c'est gérable. Le problème, c'est quand vous commencez à parler religion, ou vous parlez soutien à des groupes un peu peu recommandables au Mali, en Afrique, au Sahel, en Syrie, etc. Là, on peut taper du poing sur la table. Mais sinon, sur tout le reste, c'est un peu vain. Je pense que ça nous fait une bonne phrase de conclusion. J'en ai une aussi sur l'interview que j'ai faite avec Manon Aubry, finalement, sur les enseignements à tirer de cette Coupe du Monde. Je pense l'enjeu pour les États européens est d'en tirer toutes les leçons. Comment faire en sorte que cette Coupe du Monde de la honte ne se reproduise pas? À aucun moment, je pense que les droits humains doivent venir après l'approvisionnement énergétique, après des bonnes relations diplomatiques, et c'est pourtant le sentiment que j'ai eu. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Valentin, tu voulais rajouter une dernière chose? Je voulais juste rappeler que dans ses ouvrages, Christian Chesneau révèle les pratiques du Qatar, notamment les cadeaux faits aux parlementaires et aux personnages influents de nos démocraties, et aussi la manière dont ces derniers ont profité du système. On peut pas donc l'accuser de collusion avec l'État qatari. Les choses sont maintenant bien claires. Merci beaucoup Valentin. Merci Audrey, merci de l'invitation. J'espère que cet épisode à 2 voix vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles. Et comme d'habitude, en attendant le prochain épisode, vous pouvez retrouver le podcast sur Twitter ou sur Instagram. À très vite.